Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, ça ne peut qu'aller bien. Lendemain de victoire européenne, les mecs. Et ça fait quand même... ça fait plaisir, une belle victoire. Bon, belle victoire, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, une victoire européenne, c'est déjà ça. Alors, aujourd'hui, petite vidéo, petit après-match, pas de live. On vous l'avait déjà annoncé le live précédent. Donc, petite vidéo d'après-match que je vous fais. On va revenir très rapidement sur le match. On va vous présenter aussi les notes de la tribune. Tout le monde a noté. Donc, vous allez voir, je vais vous donner les notes moyennes. Et puis, petit retour aussi sur les pronostics parce que j'étais pas trop mal. Je vous ai annoncé 2-3 trucs si vous avez suivi le live la dernière fois. Donc, si vous avez suivi le live, j'ai payé vos vacances aux Bahamas. Donc, vous pouvez me remercier. Voilà. Donc, on va revenir déjà dans un premier temps sur la composition d'équipe que nous avait concoctée Gennaro Gattuso. Alors, je vais vous la montrer ici. Elle est là. Voilà, la composition de l'Olympique de Marseille. Donc, pas de grosses surprises, si ce n'est Joaquin Correa, qui est titularisé, ailier gauche. Bon, voilà, vous savez pour ceux qui nous suivent, vous savez ce que je pense de Joaquin Correa sur un côté. Bon, d'ailleurs, on a vu que finalement, pendant le match, il était plutôt axial. Il a été plutôt axial pendant le match et il n'a pas été si mauvais que ça. Donc, moi, je m'attendais à rien, donc je suis plutôt surpris finalement. Pour le reste, voilà, on est parti sur le 4-2-3-1. On avait une hésitation entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1, mais c'est vrai que Gattuso n'a pas pris de risque, on va dire. Pour ce match, il a mis en place l'équipe avec les joueurs les plus expérimentés, on va dire ça comme ça. Il n'a pas voulu prendre le risque de mettre un Bilal Nadir par exemple, ou un Bamo Meïté, ou ce genre de jeunes joueurs. Donc on est parti sur ce 4-2-3-1. Mbemba, Balerdi dans l'axe, Gigot sur le banc. Voilà, Gigot sans doute pas encore assez remis de ses problèmes physiques. Donc voilà. Et puis entre Ismail Assar aussi sur le banc. Voilà. Logique par rapport au dernier match qui avait été vraiment pas bon. Et donc du coup on a vu un Iliman Ndiaye titulaire sur ce match. On va passer aux stats du match. Les voilà. Donc victoire 2-0 et vous pouvez voir qu'en fait sur ces stats on voit quand même une victoire qu'on peut dire quand même assez logique. Voilà, on va pas se mentir, même si l'AEK Athènes, on va revenir, a quand même bien poussé en deuxième mi-temps, mais si on prend par exemple la première mi-temps, bon, on a quand même une possession qui est présente. On est meilleur sur les XG. Et puis, on a plus de tirs et plus d'occasions. Alors, même si la différence n'est pas énorme. Mais en tout cas, le ressenti, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. Mais le ressenti de la première mi-temps, on avait quand même une maîtrise assez globale. Avec un but de Chancel Mbemba sur coup de pied arrêté. Qui était en fait finalement assez logique. Il est intervenu à la 25e minute sur un superbe centre, un superbe corner de Jonathan Klaus. Donc voilà, d'ailleurs les coups de pied arrêtés globalement ont été très bien tirés, que ce soit lui ou Renan Lodi. Ça a été plutôt intéressant. Donc voilà, première mi-temps, moi j'ai trouvé les Grecs dans la continuité du match aller, c'est-à-dire décevant. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de déchets techniques, alors que ce soit aussi pour nous. Nous, on a vraiment eu du mal à enchaîner 3-4 passes. Mais voilà, c'est vrai que ça a été une première mi-temps globalement maîtrisée. Par contre,
La deuxième mi-temps, on le voit au niveau des XG, déjà c'est très équilibré, 1,39 pour les Grecs, 1,38 pour nous. Beaucoup plus de possession pour eux et beaucoup plus de tirs, 16 tirs à 6. Ça pose quand même, voilà, ça montre à quel point ça a été très compliqué en deuxième mi-temps. On va évidemment penser, on en reparlera pendant les notes, à Paul Lopez qui nous a sorti 2-3 arrêts assez importants, et notamment évidemment sur la tête de Lévi Garcia. Même si le ballon est quand même sur lui, il faut quand même faire le geste, le réflexe. Il en sort aussi en fin de match où c'est très très chaud. Je dirais à la fin, à 1-0, la multitude de corners qu'il y a eu pour les Grecs, honnêtement, j'étais quand même très très inquiet. Et je me disais qu'on allait quand même s'en prendre un. Le scénario catastrophe, on le voyait arriver. Et puis finalement, sur un contre, sur une très belle action de Verretou qui va chercher pour le coup le contre. La passe D, le caviar pour Ismail Assar qui fait 2-0. On plie le match. Merci messieurs. L'AEK Athènes, un club ami, on l'a vu. Voilà, 6 points sur 6. C'est magnifique. Voilà, si on regarde les stats dans la globalité, c'est vrai qu'en termes d'expected goals, donc on est un petit peu au-dessus. On est à 2,06, les Grecs à 1,79. La possession équivalente, par contre, c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup plus de tirs. Mais moi, je trouve quand même que dans la globalité, la victoire est méritée. La victoire est méritée parce qu'en face, en fait, même s'ils ont mis beaucoup plus d'intensité en deuxième mi-temps, il y a trop de limites dans leur qualité de jeu, je trouve, et techniquement, ils ont été quand même assez limités. Et nous aussi. Nous, c'est vrai que nous, par contre, on n'est pas non plus exceptionnels, hein. On va pas se mentir. Mais en tout cas, on a su faire le dos rond. Et je pense que c'est évidemment une victoire importante déjà dans l'état d'esprit. Je pense que Gattuso d'ailleurs l'a dit en conférence de presse. Mais c'est une victoire aussi qui est très importante d'un point de vue comptable. Parce que d'un point de vue comptable, on est toujours premier. Brighton avait remporté son match contre l'Ajax 2-0. Donc il fallait gagner pour rester premier. Je rappelle, hein, cette première place qui est très importante parce qu'elle est directement qualificative pour les 8e de finale. La deuxième place, c'est un play-off, hein, c'est un barrage pour des 16e de finale. Et puis la troisième place, c'est pour la Ligue Europa Conférence, la fabuleuse compétition qu'on adore tous. Voilà, mais en tout cas, bon voilà, donc la première place est très importante. Et donc on peut se dire une chose, c'est que entre guillemets, il suffit de gagner contre l'Ajax et on pourra se déplacer à Brighton avec l'esprit de se dire qu'un match nul suffira. Peu importe ce que fera Brighton contre l'AEK Athènes, si évidemment on gagne ce match contre l'Ajax, qui selon moi sera compliqué, hein, parce que l'Ajax, même s'ils sont dans le dur, hein, cette saison, on voit tous un petit peu leur saison catastrophique, ils étaient en train de bien revenir. J'ai un petit peu regardé du coup hier après le match de l'AEK OM, j'ai un peu regardé Ajax-Brighton. Bon, l'Ajax c'est quand même en difficulté, hein. Ils ont dans le jeu c'est quand même pas simple. Brighton s'est imposé assez logiquement. Donc je pense que on est au-dessus, hein, nous par rapport à l'Ajax. Déjà nous au match aller avec un demi-entraîneur et une crise en plein dans la gueule. On avait réussi à aller récupérer un bon match nul. Donc je pense que là, avec quelque chose d'un peu plus carré et d'un peu plus mis en place, et puis avec l'ambiance au stade, hein, ça sera un match à 21h. Donc voilà, on sait qu'il y aura une belle ambiance. J'espère que ça fera la différence face à des joueurs de l'Ajax qui peut-être, là, vont quand même mettre de côté du coup un petit peu cette Coupe d'Europe. Et se concentrer peut-être un peu plus sur leur championnat. Voilà. Donc voilà. On va passer aux notes, les amis. Aux notes. Les notes, je vais vous les montrer tout de suite. Hop. Les notes, elles sont ici. Les voilà, les notes. Alors, on va commencer. Donc c'est la moyenne des notes des membres de la tribune olympienne, hein. Voilà, on est 4. Donc c'est la moyenne de nos 4 notes. Paul Lopez. Magnifique Paul Lopez, incroyable. Excellent match, hein. Vous avez le barème juste à côté. Excellent match pour lui, 8. Moi
moi, pendant le match, je voulais rien dire. Je voulais faire aucun commentaire sur Paul Lopez par peur de porter la poisse. Mais voilà, quand il fait des matchs comme ça, c'est quand même assez incroyable. Il a tout sorti. Alors après, on pourra me dire évidemment, ses relances au pied n'ont pas été fabuleuses. C'est aussi ses dégagements au point là, qui font plus peur qu'autre chose. Mais bon, on va éviter de passer pour des anti-Paul Lopez. Il faut être réaliste aussi par rapport à son match d'hier. Je veux dire, sans lui, on perd ce match, je pense. Ou en tout cas, on fait match nul. Alors, on va me dire, il fait ce qu'il doit faire pour un gardien. Ok, mais il le fait très très bien. C'est un excellent match de sa part. Qui, j'espère, va un petit peu le relancer. Mentalement, on en a besoin. Je veux dire, s'il nous fait des matchs comme ça, et dès dimanche contre Lens, on peut avoir des perspectives quand même un peu plus intéressantes. La charnière centrale, Mbemba, Balerdi, tous les deux, ils ont 7,5. Donc, entre très bon et excellent. Évidemment, Chancel pour son but et Balerdi pour globalement sa combativité. Je veux dire, il a été très très bon. On a très peu vu Lévi Garcia, si ce n'est évidemment sur sa tête piquée. Mais je ne mets pas forcément d'ailleurs sur cette action-là la responsabilité sur la charnière centrale. C'est plus sur Lodi et sur Correa, qui est une désinvolture défensive quand même qui est assez parlante et assez incroyable. Je suis étonné que Gattuso d'ailleurs accepte ça. Donc voilà, mais en tout cas la charnière centrale a été vraiment très très bonne. Et même dans le dur, je veux dire, ils ont répondu présent, des vrais guerriers. Voilà, moi j'ai bien aimé ce match de guerrier. Jonathan Klaus 5,5. Alors, il y a évidemment sa passe D sur le corner. Voilà. Après, il aurait pu aussi avoir d'autres passes plus intéressantes offensivement. Voilà, moi j'ai trouvé quand même son match finalement assez moyen. Défensivement, il a été pas tant dans la difficulté que ça. Mais voilà. Bon, ça méritait pas pour moi au-delà de 6. Ça méritait pas non plus un bon match pour Jonathan Klaus, qui est d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il est en équipe de France, encore une fois. Donc c'est très bien pour lui, on sait que mentalement ça compte quand même pour lui, donc c'est bien qu'il soit récompensé par rapport à ça. Quelqu'un qui a été beaucoup plus en difficulté, c'est Renan Lodi. 4, c'est un match décevant de sa part. Comment dire, est-ce que ça commence à devenir inquiétant, le cas Renan Lodi? Je pense qu'on va pouvoir commencer à se poser la question parce que c'est pas génial. Hein. C'est clairement pas génial. C'est clairement pas foufou. Et on est en train de se dire que voilà. Hein, peut-être une solution de remplacement. Alors, je vous l'ai dit lors du dernier live. L'OM commence déjà à réfléchir à une solution pour remplacer en tout cas le Renan Lodi. Alors quand je dis remplacer, c'est pas forcément le concurrencer, enfin si le concurrencer, mais pas forcément pour être un titulaire, mais en tout cas pour avoir une vraie solution de remplacement, parce qu'aujourd'hui la solution de remplacement de Renan Lodi, c'est Murillo, voilà. C'est Soglo que Gattuso apparemment ne connaît pas, hein, puisqu'il n'apparaît plus depuis Gattuso est là. Enfin, il a joué 30 secondes hier. Donc voilà. Bon, donc je pense qu'il faut un latéral gauche de métier pour venir concurrencer Renan Lodi, qui en tout cas a été, je trouve quand même globalement dans la difficulté. Le milieu de terrain, donc dans ce 4-2-3-1 qui était très attendu, Kondogbia Veretout, on va commencer par Kondogbia, 7. Un très bon match de sa part. Très 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 bon match de sa part. Déjà dans sa combativité, dans son impact physique, même si à un moment donné Amrabat qui est une espèce c'est une masse monstrueuse de 120 kilos, un truc, on ne sait pas comment il fait pour encore jouer, mais il est quand même physiquement très impressionnant. Donc à part sur Amrabat, le reste, il a été quand même très très bon. Et puis dans le jeu, on voit quand même son impact, sa clairvoyance dans ses passes. Il y a eu du déchet, mais j'aime beaucoup en tout cas les idées qu'il a. Voilà, les idées de jeu qu'il a. On sent que Gattuso va vraiment compter sur lui, surtout en l'absence de
Valentin Rongier, même si c'est pas les mêmes registres tous les deux, mais en tout cas, là, contre Dogbia, il a vraiment été bon. Et puis, capitaine. Voilà, je veux dire, c'est quand même aussi un enseignement. On en discutait déjà dans la tribune, savoir qui sont les leaders de cette équipe. Je pense que là, Kondogbia a fait un match de leader. Voilà, clairement, il a fait un match de leader. Donc, c'est une excellente chose. Un 7 pour Geoffrey Kondogbia, pardon. Et puis Jordan Verretou, 6 pour bon match. Alors, moi, je l'ai trouvé quand même plutôt moyen, pour tout dire. Parce que ça n'a pas été non plus, je trouve, un Verretou très rayonnant. Déjà physiquement, je trouve qu'il continue à être dans la difficulté, même si on l'a vu faire 2-3 sprints assez intéressants. Je pense que ce qui sauve son match, entre guillemets, c'est la dernière action, évidemment, hein, cette course vers l'avant, cette récupération et puis cette passe D magnifique pour Ismail Assar. Enfin, magnifique, non, elle n'est pas magnifique, mais en tout cas, c'était le geste à faire. Donc ça rehausse un petit peu sa note, j'imagine. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, c'était entre moyen et bon, mais en tout cas, la note moyenne de la tribune, elle est à 6. Donc c'est un bon match pour Jordan Verretou. On va passer maintenant au trio offensif. Et on va commencer par Amin Harit, 5 pour un match moyen. Je trouve que c'est plutôt gentil comme note. Parce que moi, je trouve quand même qu'Amin Harit, il a été décevant. Voilà. Beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets techniques. Ça lui ressemble pas. Moins rayonnant. Hein, voilà. Tout simplement. Un match plus compliqué pour lui. Malgré tout, après, il n'a rien lâché. Voilà. Il n'a rien lâché. Il a continué à faire des courses. Donc voilà. Bon. Mais là, dans ce schéma tactique, donc avec lui en numéro 10, il doit être beaucoup plus important que ça. Donc un match moyen. Un match moyen pour Amin Harit qui nous doit une petite revanche là contre Lens. Joaquin Correa, 5. Match moyen aussi. Alors il y a du bon, il y a du beaucoup moins bon dans son match. Le bon, je trouve quand même qu'on a vu par moment que dans l'axe, ça devient quand même un joueur quand même beaucoup plus intéressant de par déjà sa qualité technique, ses déviations. Il a plutôt bien senti certaines actions, d'autres beaucoup moins. Voilà, d'autres beaucoup moins où ça a été plus emprunté. Et puis quand même défensivement, je vous invite à revoir l'action sur la tête piquée de Lévi Garcia là. Il doit venir défendre. Il y a une touche et en fait, il défend. On sent dans son body language qu'il n'a pas envie de défendre, quoi. C'est aussi simple que ça. Il a vraiment pas envie de défendre et du coup ça a fait une action parce que le centreur c'était lui qui l'avait normalement au départ au marquage, sauf qu'il le marque de loin comme ça, voilà, à la va-vite et ça fait une action de but. Et bon, il est sorti à la 60e. Alors je pense qu'il est sorti à la 60e parce que physiquement il pouvait pas tenir plus parce qu'il n'avait pas enchaîné de matchs jusqu'à présent. Mais je pense aussi qu'il y a quand même une mini sanction de la part de Gattuso parce que défensivement ça commence à devenir chaud et qu'il fallait quand même mettre un joueur qui allait être plus présent, même si la rentrée d'Ismail Assar elle n'est pas non plus exceptionnelle, loin de là, mais en tout cas il fallait peut-être un garçon qui court un peu plus défensivement en tout cas. Iliman Ndiaye 4,5. Je répète, c'est la note moyenne parce que moi Iliman Ndiaye finalement je l'ai pas trouvé, je trouve pas que ça mérite en dessous de la moyenne. Voilà, je trouve que ça mérite un 5. C'est un match moyen. Il fait quand même une quasi passe D pour Vitinha dont on va reparler juste après. Voilà, normalement, lorsqu'il y a un attaquant à peu près normal et à peu près bon, ça fait but, donc ça fait passe D pour lui. En plus, il se l'amène bien, il fait un vrai geste intéressant, un vrai dribble qui élimine vraiment son adversaire. Et la passe, elle est quand même magnifique. Je dirais, il ne peut pas mieux la faire. Hein. Donc voilà, après, c'est vrai que son match... plus discret, mais toujours combatif, j'ai trouvé. Voilà. Toujours combatif. Il le fallait dans un match comme ça, un match de Coupe d'Europe. Il y a évidemment les qualités techniques, mais dans un match de Coupe d'Europe, il y a aussi d'autres choses. Donc je trouve que c'est un tout petit peu sévère de ne pas lui avoir mis la moyenne. Mais encore une fois, c'est les notes moyennes de la tribune, donc ça fait 4,5. Et puis on va passer au dossier Vitinha. Le dossier Vitinha, donc la note moyenne, elle est à 5. Moi, personnellement, je ne lui avais pas mis la moyenne. Parce que
Comment dire, le geste qui manque là, enfin, on a tous cette action en tête, hein, évidemment, cette action qui doit mettre au fond. C'est, je trouve, quand même très embêtant à ce niveau-là de ne pas la mettre. Et puis surtout dans le contexte actuel, c'est-à-dire titulaire, match de Coupe d'Europe, Aubameyang extrêmement décevant depuis le début de la saison. Il a quand même beaucoup de partisans aujourd'hui, Vitinha, au niveau des supporters. Il a une vraie cote. Il avait l'occasion de mettre tout le monde d'accord et de rajouter peut-être un élément supplémentaire dans le fait qu'il doit être titulaire. Là, hier, malheureusement, je trouve qu'en ratant cette occasion et puis finalement en n'arrivant pas à marquer ce but, ça pose problème. Ça pose problème, surtout qu'en plus ce but nous aurait quand même permis d'être beaucoup plus serein pour la suite du match, hein, parce qu'avec ce but et puis le but de Mbemba, ça faisait 2-0 à la mi-temps. Je pense qu'on n'aurait pas vécu la même deuxième mi-temps. Donc on n'aurait pas vécu non plus les mêmes problèmes en deuxième mi-temps. Donc vraiment, moi, cette action m'embête beaucoup. Et elle pose question, voilà, sur évidemment son niveau technique et sur sa capacité à être décisif devant le but. Après, il a 2 très grosses occasions aussi. La première, il peut pas faire mieux que l'arrêt. Et après, il y a l'arrêt quand même assez exceptionnel du gardien grec. Et puis, il y a son poteau. Bon, là, les poteaux, voilà, Aubameyang contre lui, il a fait aussi poteau. On l'a davantage d'ailleurs descendu Aubameyang. Là, c'est vrai qu'il a un angle un peu plus fermé. Ça fait pas but. Mais je vais vous donner juste un exemple. Vous regardez le résumé de Toulouse-Liverpool et vous regardez le but de Dalinga. C'est la même position quasiment, sauf que lui, ça fait poteau rentrant. Et que la frappe, elle est plus nette, elle est plus intéressante. Voilà. Donc voilà. Vitinha, moi, je suis quand même déçu pour lui. Il sera titulaire contre Lens normalement. À lui de marquer. Il faut qu'il marque. Au-delà du résultat de l'OM, au-delà du contenu des matchs, je pense que c'est très important qu'il marque. Parce que sinon, ça mettra quand même dans l'idée qu'Aubameyang, même si ça va mal, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que Aubameyang hier il le mettait le but en première mi-temps. Voilà. Même si Aubameyang il est pas bon en ce moment, même si voilà, techniquement je pense que le geste de buteur, Aubameyang il aurait pu le mettre lui. Voilà. Donc voilà. Et puis Ismaïla Sarr 5,5. Alors vraiment je pense que compliqué de noter toujours des remplaçants, hein, qui jouent une demi-heure. La rentrée d'Ismaïla Sarr, elle est pas folle, loin de là, parce que franchement, je trouve que dans balle au pied, il fait pas grand-chose. Bon, après, c'était une période où on était extrêmement dominé. Donc, il s'est battu. Et puis, il fait le sprint nécessaire pour aller marquer le but à la fin. Donc, c'est pour ça que ça fait 5,5. Mais bon, Ismaïla Sarr, lui aussi, il faudra, je pense, commencer un petit peu à discuter, parce que ça commence à être un peu embêtant. Voilà, je trouve que ça commence à être un peu embêtant pour lui. Voilà les amis, écoutez, ça fait déjà quasiment plus de 20 minutes de vidéo. Petit retour sur les pronostics. J'avais dit quoi? J'avais dit moins de 2,5 buts. Ça passe, nickel. J'avais dit match nul pour le pari fun. Un petit peu plus... voilà, bon, évidemment, c'est pas passé, mais c'est pas plus mal. Par contre, pour ceux qui avaient suivi le live, j'avais dit quoi? J'avais dit, attention au coup de pied arrêté et attention au but d'Mbemba. Voilà. J'ai payé les vacances aux Bahamas, les mecs, pour ceux qui m'ont suivi. Merci. Merci pour tout. Voilà. Tout va bien. Donc voilà, les amis. Bon, en tout cas, je suis finalement, moi, plutôt quand même content de cette victoire. Rendez-vous dimanche pour évidemment ce gros match à Lens. On essaiera de vous faire un avant-match en direct. On va voir ça avec Julien, si c'est possible de vous faire ça potentiellement samedi soir. Sinon, on se retrouvera comme d'habitude lundi pour la tribune OM et on parlera du coup de ce match contre Lens. Je vous dis bon week-end à tous. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.